BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8e épisode d'Impact PME, la 5e édition d'Impact PME, vous le savez. Cet événement en collaboration avec la CPME qui nous permettra de nous retrouver le 28 novembre prochain à Station F pour une grande journée d'inspiration, d'échange et de partage. Mais tout de suite, partage avec mes trois invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs et un greffier que je vous présente tout de suite. Avec à ma droite, Jean Moreau. Jean, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président de Phoenix. On va y venir dans un instant. À ma gauche, Dieudonné Mpouki. Bonjour Dieudonné. Bonjour Philippe. Vous êtes un habitué de cette émission et un partenaire également de ce programme Impact PME. Vous êtes greffier au tribunal de commerce de Paris et président du GIU Infogreffe. Et puis, je dis ça de manière tellement jouissive parce que j'ai le plaisir de retrouver Guillaume Gibaud, mon vieux partenaire de l'entreprise BFM. Bonjour Guillaume, le cofondateur président du Slip français. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de moi. Je n'y arrive pas, c'est terrible. D'ailleurs, on va démarrer ensemble, tiens, pour le coup. Puisque je me rappelle tellement, je me suis dit, il faut que je revoie Guillaume quand même. Rappelez-vous, l'entreprise BFM qui est démarrée en 2005. Et puis un jour, vous êtes la niaque de la semaine. Exactement. Et Ma puis, première radio. Votre première radio. 2012. Puis, voilà, on passe un bon moment. Vous me dites, je veux revenir. Il se réinvente en deuxième. Ça ne se faisait jamais, la deuxième. Vraiment, c'est qu'une seule fois, la niaque. Et puis, je me suis dit, on avait un autre système. Et c'était fantastique. On réunissait des gens comme lui, des talents à venir, aujourd'hui, qui ont démontré qu'ils étaient des vrais talents, pour venir régulièrement, tous les 2 mois à peu près, nous raconter leurs aventures. Et on a fait ça longtemps ensemble. Exactement, plusieurs années. Et c'était super, plein de rencontres, plein d'énergie. Donc, merci beaucoup. Mais non, mais c'est un pur bonheur. Je ne pouvais pas ne pas démarrer avec vous. Le slip français, ça fait 13 ans déjà. 13 ans, ouais. 2011. Qui passait récemment par des grandes étapes intéressantes sur lesquelles ça m'a intéressé aussi de vous interroger parce qu'il y a eu plein d'étapes, c'est celles qu'on suivait ensemble. Et puis du coup, où en est l'entreprise ? 13 ans à essayer de décrire un modèle économique pérenne pour le Made in France. Voilà. Le Made in France, tout le monde trouve ça génial, mais ça coûte trop cher, en résumé en une phrase. Il n'y a que 3% de vêtements fabriqués en France sur 3 milliards de vêtements mis sur le marché par an. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer en France avec un SMIC à 1 700 €, là où au Portugal, il est à 800 €? C'est ce que j'essaie de démontrer. Depuis le début. Depuis le début. Avec une mission réinventée avec panache l'industrie textile française. Exactement, en tant qu'entreprise à mission. Donc dans cette émission Impact PME, voilà, on est entreprise à mission, on est la 76e en France, je crois. Comment est-ce qu'on arrive à faire un truc que 97% des gens n'arrivent pas à faire ? J'ai réussi à le faire pendant une première phase d'entreprise en vendant mon produit 40 € pour un sous-vêtement, ce qui est un sous-vêtement cadeau. Qui est une phase jusqu'à il y a peu de temps. Jusqu'à début 2020, juste avant le Covid. Enfin, où ça, en tout cas, ça a très bien marché jusque-là, financé par 2 levées de fonds dans un modèle très start-up, je dirais presque à l'ancienne aujourd'hui. Le modèle très successful, un véritable exemple de marketing digital. Enfin, voilà. C'est un gros. En tout cas, on est d'accord, Jean. Et puis avec beaucoup de talent pour faire beaucoup de bruit, avec peu de moyens et beaucoup sur sa personne, son énergie et son réseau. Donc, c'est le charisme, ça. Et puis c'est le mot magique du slip aussi. Voilà, je reconnais qu'effectivement. C'est sûr que c'est inépuisable. En tout cas, l'entreprise a vraiment grandi en notoriété. On a dépensé beaucoup d'argent quand même. On a fait 2 levées de fonds en marketing pour créer une marque qui est connue de 2 tiers des Français. 2 tiers des Français en notoriété, ouais. Donc c'est beaucoup. Mais la question qui se pose et que vous m'avez posée, c'est OK, mais pourquoi que 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Exactement. Quand on a autant de succès et autant de gens qui vous aiment ? Exactement. La réponse, c'est parce qu'à 40 € le slip, c'est un objet cadeau, c'est pas un produit d'équipement pour les 60 millions de Français. Moi, ce que j'ai envie de faire il y a 13 ans, c'est montrer que c'était possible de fabriquer en France. Et en restant à 40 € le sous-vêtement, j'étais condamné à rester déjà quelque chose d'assez cadeau, assez gadget, mais surtout quelque chose qui économiquement n'était pas pérenne. Parce qu'en fait, avec des marges réduites, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça ne permet pas de maintenir un niveau de marketing, de maintenir une entreprise qui est rentable et pérenne dans le temps. Dans un contexte économique très compliqué, les gens font des arbitrages, encore plus sur leurs sous-vêtements. Avec et donc, 70 collaborateurs. On viendra après la façon dont vous avez effectivement vous pivotez depuis peu de temps, justement, pour répondre à toutes ces contraintes. Il faut garder le suspense. Surtout qu'on ne se verra peut-être pas tout régulièrement maintenant. Donc, on va tout faire d'un coup. Jean Moreau, autre entreprise qui inspire, Phoenix. C'est aujourd'hui en fait un trait d'union entre les distributeurs et en fait les industriels, pour en fait valoriser les invendus alimentaires et non alimentaires. D'où est venue cette idée et où en est-elle ? Alors, on a un parcours assez similaire à celui de Guillaume. On se connaît bien, on se suit, on se croise, on se recroise et on s'entraide. Nous aussi, on a une boîte qui a 10 ans, qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc taille similaire, âge similaire. On a passé par plusieurs phases également. Et on a aussi un message politique, philosophique dans l'entreprise qu'on a créée, puisqu'on essaie de démontrer avec Phoenix qu'on peut à la fois faire du business et servir une cause sociale et environnementale. Et chez nous, c'est la lutte contre la précarité alimentaire, puisqu'on est le trait d'union entre ceux qui ont trop, les magasins, les usines, et ceux qui n'ont pas assez.
soit les consommateurs en quête de pouvoir d'achat face à l'inflation sur notre application, soit les assos caritatifs du type Resto du Cœur, Croix-Rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez trouvé un business model. Autour de ça, c'est la difficulté de ce genre d'ambition et de mission, c'est comment elle est pérenne. Et absolument. La pérennité est un thème aussi aujourd'hui pour les Français. C'était l'intention et c'est la fierté de Phoenix, c'est de montrer qu'il y a un chemin, une voie médiane entre le capitalisme traditionnel, dont certains peuvent critiquer les fondements du modèle, et de l'autre côté, le monde des ONG, du non-profit, de l'associatif, dans lequel je ne me reconnaissais pas tout à fait non plus. Et donc, vous faisiez quoi avant, Jean ? J'étais banquier d'affaires, donc Comme quoi, 7 ans de fusion-acquisition dans une grosse banque américaine. Donc pour le coup, la caricature du capitalisme dans toute sa splendeur. Et puis, sans faire de rejet par rapport à ça, parce que c'était une belle première étape de carrière, j'ai essayé de créer ma propre voie et cette voie médiane à mi-chemin entre le monde du business, dont on prend l'intensité, les talents, les méthodes, et puis avec le supplément d'âme du monde associatif, les valeurs, la mission. Et du coup, ce modèle que vous avez trouvé pour que justement ce soit... Vous êtes rentable aujourd'hui ? On est rentable, oui, nous aussi. On a d'abord été rentable par construction, parce qu'on est parti avec 1 000 € de capital à 2 fondateurs, 500 € chacun. Puis après, on est parti dans la route start-up, levée de fonds. Et puis depuis 2-3 ans, on a privilégier l'EBITDA par rapport à la croissance. Donc, vous êtes devenu banquier un petit peu. Donc on a une boîte qui est rentable, qui a aussi la particularité d'avoir redistribué 400 millions de repas depuis la création. Donc c'est un indicateur extra-financier dont on est très fier et qui donne un supplément de motivation pour tous les 200 Phéniciens au quotidien. Bon, mais j'ai toujours pas le modèle économique, donc on va revenir, on va voir, oui, justement. Je vais répondre à votre question. Suspense, on garde le suspense. Dieudonné Mpouki, je rappelle que vous êtes président du GIE Infogreffe, vous êtes vous-même greffier au tribunal de commerce de Paris. Rappelons ce qu'est Infogreffe, même si nous tous ici autour de cette salle entrepreneurs, on vous connaît parce que forcément à un moment nos vies se croisent. Infogreffe, c'est aussi c'est un groupement d'intérêt économique, mais aussi un groupement qui rassemble des greffiers des tribunaux de commerce qui sont aussi des chefs d'entreprise. Des officiers des officiers publics et ministériels. Nous sommes nommés par arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, en 86, à l'ère du Minitel, on crée ce groupement d'intérêt économique pour, en un seul point, communiquer, donner l'information à tout l'écosystème entrepreneurial français. Ça naît à ce moment-là. Exactement. Donc, mutualiser nos moyens, notre expertise technique, mais aussi juridique, parce qu'on est des juristes, effectivement. Donc, effectivement, à l'époque, quand vous voulez vous déplacer, avoir un cabis, on va revenir là-dessus, un document d'une entreprise, il faut se déplacer ou écrire. Mais en 86, les pères fondateurs créent le GIE pour mutualiser nos moyens, pour diffuser l'information légale. Ça, c'est effectivement l'idée première de la création d'Infogreffe. Ensuite, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est la diffusion d'informations légales, toujours, mais aussi faciliter les démarches des chefs d'entreprise. Et on participe aussi à la transparence du monde des affaires, et puis on accompagne aussi les juges consulaires dans la modernisation de la justice commerciale. Donc c'est beaucoup de choses en même temps, et on est... le GIE Infogreffe, dans le monde des affaires, je peux dire, c'est l'innovation continue au service de notre économie et l'écosystème entrepreneurial. Combien de greffiers ? Alors on est 230 par là, avec près de 2000 collaborateurs, 140 répartis en métropole et dans les départements et régions. Donc vous êtes aussi des entrepreneurs, à l'évidence. Tout à fait. Alors moi, j'aimerais profiter de votre présence parce qu'on parle de pérennité, de rentabilité des entreprises, etc. Venons à quelques chiffres, parce que vous êtes un formidable observatoire de ces entreprises. Aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il y a 7 656 000 entreprises en France, plus 8,5% de création d'entreprises sur le trimestre 24-23, mais plus 15,6% d'entreprises en difficulté. Ouais. C'est un sujet en ce moment ? Si on fait un petit focus un peu économique de rentrée. Oui, tout à fait. C'est un sujet, effectivement. Peut-être nos interlocuteurs, nos passionnés, inspirants, vont nous en dire peut-être un mot. Mais c'est vrai que c'est un constat qu'on fait. On voit bien que ça se tend. Tout à fait. C'est ça qu'on est en train de se dire quand on a parlé de l'énergie, l'ensemble des éléments qui ont conduit Guillaume Gibault à repenser son modèle, en fait. En tout cas, il y a eu tous les éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans une situation plus que difficile. Donc, on peut pas... Effectivement, on a l'observatoire statistique. C'est au greffe du tribunal de commerce qu'on vient déposer la création d'entreprise. Bien sûr, vous êtes... On vient régler les juges consulaires, régler les litiges, mais aussi, c'est là aussi, ils prennent parfois des décisions de dire on va prononcer la liquidation judiciaire. Donc aujourd'hui, la situation est très, très tendue. Donc il y a plus, je dirais, d'ouverture de procédures collectives que de création d'entreprise. Donc c'est un sujet préoccupant, socialement et économiquement aussi. Donc derrière ces dépôts de bilan, c'est aussi des entreprises, c'est des personnes, c'est des salariés. Donc effectivement, c'est une préoccupation et les juges consulaires, comme toujours, sont mobilisés pour accompagner les chefs d'entreprise. Parce qu'en plus, vous êtes en temps réel en termes d'information. Exactement, tout à fait. Donc nos bases, quand on vient créer l'entreprise, l'information, elle est diffusée, elle est contrôlée, diffusée.
pareil, quand on ouvre une procédure collective, l'extrait cabis, le fameux extrait cabis, révèle cette information-là qui est capitale. Et effectivement, on a connu une période où, avec l'aide des pouvoirs publics après Covid-19, les pouvoirs publics ont joué un rôle très important de maintenir ce qui pouvait l'être encore. On leur a enlevé leur béquille, là. Exactement, à un moment donné. Après, là, l'économie revient à son essence, effectivement, l'offre et la demande. Donc, voilà. Ceux qui ont des reins solides, si j'ose m'exprimer ainsi, peuvent continuer. D'autres moins. Mais c'est le cycle de vie, en tout cas, du marché, de l'économie. Donc, nous, on le constate au quotidien avec les chiffres, avec des éléments que nous avons qu'on mettait à disposition du pouvoir public. Mais d'ailleurs, c'est une zone que les entreprises connaissent peu, la procédure collective et tout ça. Il y a une méconnaissance totale de ce genre de sujet. Vous avez raison de le rappeler. Rappelez-nous quand même ce qu'il faut faire quand on commence à avoir des difficultés, parce que c'est ça que vous servez. Il faut venir vous voir. Alors, malheureusement, il faut le faire au bon moment. Exactement, malheureusement. C'est aussi ça le message aujourd'hui. Exactement. Quand ils arrivent, malheureusement, parfois, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que les chefs d'entreprise, on les voit, sont des gens qui sont, je dirais, profondément optimistes. Par nature, par obligation. Par nature, effectivement. Voilà, par nature, voilà, exactement. Aussi, donc optimiste. Intrinsèquement aussi, gestionnaire de tensions, de crises, de toutes sortes aussi. Mais malheureusement, parfois, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. La réalité nous rattrape. Mais quand ça arrive, ça peut être trop tard. Il faut l'accepter. Alors qu'il y a trop tard. Exactement, il y a des procédures qu'on appelle des procédures préventives, amiables, qui existent avant d'arriver, soit au redressement ou liquidation judiciaire. On a développé des outils. Nous, en tout cas, on parlait d'Infogreffe. On a développé, par exemple, l'indicateur de performance, qui est un outil, grâce à l'intelligence artificielle, chef d'entreprise de façon sécurisée, il peut obtenir un outil qui permet d'évaluer, de diagnostiquer sa situation financière grâce aux données bilancielles, des procédures collectives. Que vous avez par définition. Exactement, que nous mettons à disposition contrôlée. Donc ça, vous pouvez l'obtenir et c'est mis à jour quotidiennement. L'autodiagnostic, tous ces éléments-là, en fait, vous pouvez prendre aussi rendez-vous de façon confidentielle au juge. C'est gratuit. Le président du tribunal, quand on sent déjà là, ça commence à être un peu compliqué, je prends rendez-vous, je rencontre le président du tribunal ou le juge délégué pour échanger un peu, il vous oriente. Je rappelle, les juges consulaires sont aussi des chefs d'entreprise, sont des cadres dirigeants, Absolument. Donc ils sont à l'écoute, ils pratiquent une écoute vraiment attentive. Merci de l'avoir rappelé. Guillaume, on parlait du Covid, difficulté un petit peu qui démarre. Problème de coût de l'énergie, problématique des matières premières, puisque vous êtes un producteur industriel. Ouais, plus aussi des erreurs stratégiques, de se dire, je pense que le Covid pour les boîtes web, ça a été à la fois un accélérateur dingue, puisque tout était fermé. En ligne, et nous, les gens achetaient des slips et des chaussons et des pyjamas pendant le confinement. Et en ligne parce qu'il n'y avait pas de magasin. Et tout le monde s'est dit, le monde d'après, tout le monde va acheter local, tout le monde va acheter en ligne. Donc toutes les boîtes web, globalement, ont écrit des budgets pour 22-23 délirants. Le marché s'est réouvert, les habitudes sont revenues très vite, la concurrence est revenue très vite. Et donc, nous, 2022-2023, on a perdu 10% de chiffre d'affaires par an. Par an. Donc, c'est beaucoup. Inflation, donc le pouvoir d'achat diminue. Et évidemment, une grosse pression sur les fabricants, puisque le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, tout ce qui rentre dans le coût du produit a augmenté. Donc, on se retrouve dans une espèce d'effet ciseau à l'envers, avec un budget complètement, avec de la prise de risque, des embauches, des engagements de stock et tout ça. Et du coup, on a dû, comme beaucoup, repenser notre modèle. Et je rebondis. Il y a beaucoup de petits ateliers, 20, 30, 40 personnes qui parfois ont pris connaissance ou conscience de la situation beaucoup trop tard. Parmi vos fabricants notamment. Et donc, il y en a des tout petits qui ont mis la clé sous la porte, d'autres un peu plus gros qui ont pu enclencher des procédures préventives, justement, qui ont pu corriger, rééchelonner leurs dettes, leur fameux PGE, pour s'en sortir et écrire une histoire pérenne aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très méconnu des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé récemment ? Parce que du coup, aujourd'hui, comme je dis que vous avez pivoté, l'objectif, c'était de passer à 25 Exactement. 40. Mais comment on fait ? En fait... On massifie. Exactement. Le cadeau à 40 €, c'est super, mais ça ne permet pas d'écrire une équation Made in France pérenne. Donc j'étais... Sachant, pardonnez-moi de vous interrompre, 70% du business se fait en ligne à peu près. Ouais, mais il y avait des magasins également, il y a 8 magasins. Il y avait 20 magasins, il n'y en a plus que 8 aujourd'hui. Et donc je me suis dit, si je continue à perdre 10% par an, déjà l'équation n'était pas facile, mais là je vais dans le mur. C'est pas facile pour un entrepreneur de dire ça. Ce que j'ai envie de faire il y a 13 ans, c'était montrer que c'était possible de fabriquer en France. Et quelque part, ça veut dire prendre encore plus de risques pour se dire, je ne suis pas une marque cadeau. Je suis une marque d'équipement. Ce que je dois faire, c'est mettre un slip français sous les fesses de tous les Français. Et pour faire ça, il ne peut pas être à 40 €. Il doit être au moins diviser le prix par 2, au moins. Mais c'est un chemin pour être capable d'être compétitif. Et c'est ça le mot-clé. Le Made in France ne fonctionnera, et je suis sûr que tu rebondiras de la même manière. Des nouveaux modèles économiques, c'est super, mais il faut que ce soit compétitif par rapport aux autres, sinon ça ne fonctionne pas. Calvin Klein, qui est mon champion, mon alter ego, il vend 45 € les 3 slips. Si moi je vends 40 € le slip, je suis mort. Donc il faut que je trouve une manière
par la massification, par les gros volumes engagés. Et donc, on a lancé l'opération Révolution. Oui, parce que toute chose égale par ailleurs, la fabrication coûte toujours aussi cher. Malheureusement, il faut vendre plus. Mais comment on fait pour vendre plus? Qu'est-ce qu'on pivote là? Donc, on se dit, j'engage 400 000 pièces auprès de 13 partenaires partout en France. Je prends le risque d'en commander 400 000. J'engage 400 000, j'achète la matière, je bloque les volumes de fabrication dans les usines. Donc, moi, j'engage un risque financier important. Et je dis à mes partenaires, OK, on y va 400 000. Les partenaires étant, qu'on comprenne bien. Les partenaires étant, les partenaires de fabrication. Bonne Nouvelle, l'usine qu'on a montée, Éminence dans le sud, Chantel en Champagne. C'est des gens à qui on va dire, OK, je vous passe habituellement 5 000 pièces, je vais vous passer 100 000, 200 000, 300 000, vous m'améliorez le prix. Coupez vos prix en deux. Et donc moi, je rends cette valeur au client. Et au lieu de le vendre 40 unités, je le vends 57 les 3. Et so far so good? So far so good, je suis à ce jour à 306 000, 307 000 j'étais à 270 quand on s'est parlé. Donc là, Noël arrive. Les gens achètent des cadeaux et tant mieux. Et, voilà. Et là, mon message, j'en ai un seul, c'est la révolution du slip. Et là, c'est révolution sous le sapin. Acheter un cadeau de Noël, ça a du sens, c'est important. Et voilà, il faut qu'on arrive aux 400 000 pour tenir nos engagements et prouver un modèle économique pérenne pour la fabrication. Après l'émission, le stock sera écoulé. Énorme, on espère. Énorme. On va parler enfin du modèle Phoenix, mais vous allez me dire après quel est le next step en fait, parce qu'une fois qu'on a fait 400 000, j'aimerais savoir comment on va pérenniser tout ça. Je reviens sur quel avantage y trouvent les industriels et les distributeurs à Phoenix aujourd'hui, et qu'est-ce que vous leur proposez? Oui, alors nous, pour être clair, donc on est une sorte de Robin des Bois qui récupère les invendus, tous les produits en fin de parcours, soit pour des questions de date, donc de DLC, la date limite de consommation, tous les produits qui sont à J-3, J-2, soit pour des défauts de production marginaux ou de la saisonnalité, par exemple sur des crèmes solaires qui sont plus vendables après septembre ou sur du chocolat après Pâques. Donc nous, on récupère ces produits. Et auparavant, qu'est-ce qui se passait? Ils partaient à la poubelle. Et donc il fallait payer un acteur du déchet, je ne vais pas citer de nom, mais on les a tous en tête, qui faisait de l'incinération, de la mise en décharge, quoi. Et donc nous, on est une sorte d'alchimiste qui transforme un centre de coût, le produit invendu, invendable, le déchet, en un centre de profit, puisque soit on le revend au consommateur à prix cassé, et c'est du chiffre d'affaires en plus pour le magasin, voilà, moins 50%, sur l'application Phoenix, que vous pouvez tous télécharger. Ah oui, Phoenix, l'application Phoenix, absolument, tout de suite. C'est gratuit. Et le site français aussi. Absolument. Soit, si ce n'est pas acheté à prix cassé par les consos, en last minute, c'est donné à une association du type Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Emmaüs, Secours Catholique, et ainsi de suite. Et là, l'astuce qu'il y a derrière, c'est que ce don est défiscalisable pour l'entreprise qui donne. Elle peut récupérer jusqu'à 60% de la valeur. Donc l'un dans l'autre, moins de coûts, cost killing, comme on disait dans mon ancienne vie de banquier d'affaires, chiffre d'affaires additionnel et ou réduction d'impôts, ça fait une équation gagnant-gagnant-gagnant. Et donc nous, au passage, on prend une commission pour gérer tout ça. Et voilà comment on est passé de 0 à 20 millions en 10 ans. Sauf que Jean, aujourd'hui, vous êtes vous aussi à la fin d'un cycle, un petit peu, quelque part, après 10 années. Enfin, c'est pas la fin, c'est une étape d'un cycle. C'est le début d'une non, mais justement, saison. La prochaine étape, c'est quoi, justement? C'est peut-être de trouver de nouveaux relais de croissance? Non, c'est pas... Ouais, alors la fin d'un cycle, c'est-à-dire que la boîte a 10 ans, donc au bout de 10 ans, c'est le moment de faire souvent un bilan. Oui, mais il y a de plus en plus, en fait, de non alimentaire. Notamment, tout à fait. Donc aujourd'hui, le marché se consolide. Tout à fait. Déjà, au bout de 10 ans, quand on a une activité de prospection assez intensive, on a Vous avez été le disrupteur du truc. Hein. Voilà, exactement. On a été ce qu'on appelle le market maker en anglais, Absolument. le pionnier en tout cas. Et puis sont arrivés d'autres acteurs, notamment des Too Good To Go, pour ne pas les citer, bien sûr, qui sont à la fois des concurrents mais aussi des copains. Donc le marché bouge, nous aussi. D'un autre côté, il y a les invendus non alimentaires qui explosent, puisqu'il y a une loi qui est passée en 2022, qui interdit la destruction des invendus non alimentaires. C'est la fameuse loi AGEC. La loi AGEC. On ne peut plus détruire, lacérer des invendus de textiles après de la saisonnalité. On ne peut plus détruire des produits d'hygiène, beauté, des jouets après Noël. On ne peut plus faire de scrapping. Et avec des étapes dans le temps, en fait, qui deviennent de plus en plus dures, je crois. En fait, les étapes sont de plus en plus difficiles à respecter. Voilà, depuis 2021, chaque année, les seuils augmentent. Et donc, nous, on se dit qu'il y a quelque chose à jouer pour nous sur un pas de côté pour faire à la fois de l'alimentaire, parce que c'est là qu'il y a le plus de valeur à créer pour Phoenix, mais aussi des invendus non alimentaires. Et si je donne 2 exemples, dans le non-alimentaire, parce que c'est pas intuitif forcément, mais il y a le non-alimentaire périssable. Donc on va aider un Monceau-Fleur, un Truffaut à valoriser des plantes, des fleurs. Donc soit on les vend à prix cassé à des étudiants, soit on les donne à des assos, à des maisons de retraite, à des EHPAD, à des hôpitaux. Et la mécanique économique est toujours la même? C'est toujours la même. Revendre, en fait, c'est le client finalement au final qui arrive à payer une partie. C'est un étudiant qui n'a pas les moyens de payer un bouquet de fleurs à 45 € pour la fête des mères et qui va l'acheter en dernière minute à la moitié du prix. Et où c'est des produits, des plantes un peu fatiguées qui auront droit à une deuxième chance dans les couloirs d'un hôpital ou d'un EHPAD plutôt que d'aller directement en biodéchets ou en déchets verts. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, on essaie de s'étendre aussi aux produits d'hygiène parce que les assos caritatives ont de gros besoins avant même de passer à table, les bénéficiaires ont besoin d'avoir des couches culottes, des rasoirs, du shampoing, des serviettes hygiéniques. Bien sûr. Il y a des métiers où il y a plus d'invendus que d'autres?
Parce que je me dis les produits sanitaires. Alors la grande distribution est souvent tapée du doigt, c'est un peu le coupable idéal, mais en réalité, c'est pas eux qui gaspillent le plus. Eux, ils ont vraiment des problématiques de remplir les rayons, ils ont des problématiques de gestion des dates courtes, mais le gros du gaspillage, il est chez le conso, donc chez vous et moi, chez nous quatre. Bien sûr. Au fond des frigos, au fond des placards, les boîtes de conserve qu'on oublie, les yaourts un peu orphelins qu'on oublie au fond du bac à légumes. Donc voilà, le gros 40% du gaspillage, il est en fin de chaîne chez le consommateur. Et la grande distribution, qui est notre cœur de métier, c'est plutôt entre 15 et 18%. Une question à vous deux, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour la facturation électronique ? Bien sûr. Bien sûr. Ta réponse est non. Oui, non, exactement. Voilà, exactement. C'est une priorité pour vous. Le plan stratégique est posé déjà. C'est une erreur, messieurs. Oui, parce que ça arrive 2026. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais parce qu'effectivement, c'était décalé. C'est un sujet, évidemment, pour Infogreffe. Ouais. Et pour toutes les entreprises. Il y a quelques semaines ici, la présidente du Conseil national d'expertise comptable, elle dit il faut qu'il y aille. C'est incroyable ce que ça va changer en bien. Ça va être mettre en œuvre. Mais ça va faire des choses incroyables pour nous tous entrepreneurs en termes de gestion de la trésorerie, en termes de raccourcissement de délai de paiement, en termes de gestion de sa trésorerie. Enfin, ça va être formidable. Mais racontez-nous un peu. Pour nous, c'est... Alors, vous avez compris, c'est la dématérialisation, c'est la facture électronique. Dit dématérialisation, donc client et fournisseur, on va échanger des informations, des données. C'est là où, effectivement, il est important de s'assurer que les deux partenaires qui échangent, c'est réellement les vrais partenaires, que M. Dupont, c'est bien M. Dupont. Les données que vous allez échanger. Oui, parce que là, on va envoyer les données. Parler de fraude. Exactement, on va envoyer les données. C'est là où... Alors, il y aura l'identification numérique substantielle, comme on dit, donc forte, pour savoir que c'est bien le dirigeant qui envoie les données. Par contre, les données qu'on envoie, moi, je reçois, il faut s'assurer, en 2026, c'est déjà l'obligation pour les petites entreprises de recevoir. Donc, ça va vite arriver, c'est après-demain, j'ai envie de dire. Donc, ça a été décalé. Après 2027, ça va être généralisé, recevoir et envoyer. Mais c'est surtout les données des entreprises. S'assurer que les données en ma possession, le nom de la société, le dirigeant, c'est bien le dirigeant de l'entreprise qui figure sur son extrait d'immatriculation, qui est la carte d'identité de l'entreprise. Parce que ça va circuler. Je ne vous apprends rien, la fraude à l'IBAN, tous ces éléments-là, ça arrive. Donc, toutes ces données vont circuler, mais vraiment de façon intensive, puisque ça deviendra obligatoire 26, 27. Quel est le planning actuel ? Parce qu'il a beaucoup bougé. Non, ça a bougé. Donc, c'est en septembre 2026 que les entreprises, les TPE, ça sera obligatoire déjà pour les grandes entreprises, pour les petites entreprises, les plus concernées, 2026, déjà l'obligation de recevoir. Donc, pour tout le monde, recevoir la facture électronique. Ça veut dire qu'après, il n'y a plus de facture papier. Exactement. Ça disparaît. Non, elles seront forcément en PDF dans des plateformes. Il faut les déposer dans les plateformes. Il y a un grand débat actuellement, comme vous l'avez suivi, parce que ce ne sera pas des plateformes publiques, mais des plateformes payantes qui sont en train d'énerver l'ensemble des PME, puisqu'il y aura 70 platemmes qui vont être habilitées à recevoir les factures que nous émettrons. Donc, c'est très, très, très important. C'est très important. Il faut préparer je dirais cette transformation, parce que ça, on dit 2026, ça a été décalé, mais 2026, j'ai envie de dire, c'est après-demain. Donc, effectivement, il y aura l'obligation d'être en capacité de le recevoir en septembre 2026 pour les petites entreprises et en 2027 de les émettre. Donc, ça sera obligatoire. Donc, papier, ça sera ciao. Donc, il faut se préparer dès maintenant, il faut se préparer. Mais les chefs d'entreprise, ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de sujets à gérer, tellement de crises. Voilà, il ne faut pas oublier le commerce. Exactement. Et les obligations derrière. Donc, du tout. Non, mais c'est ça. Le risque. Oui, mais il paraît. Alors, honnêtement, moi, je sais que. Il faut vérifier l'information légale. L'information légale, on en parlait tout à l'heure. La source. Et autre chose que je voudrais signaler sur Infogreffe, à nouveauté 2024, obligations légales, mes obligations légales. En un mot, vraiment, parce que j'aimerais terminer sur nos deux amis. Oui, en un mot, c'est qu'on a créé une plateforme qui permet de vérifier la conformité de son entreprise. Faisons quoi ? Sur toutes les étapes nécessaires, les obligations nécessaires. Voilà, 4-5, parce que c'est ça aussi, il faut l'entendre, une entreprise. Chez l'entreprise, il n'y a pas seulement le business, il y a aussi toutes ces obligations administratives, juridiques qui pèsent sur le domaine social, fiscal, RSE maintenant aussi. Mais là, on a bâti une seule plateforme, 3-4 questions, des données du RCS. Ça vous permet de savoir quelles sont les obligations qui pèsent sur votre entreprise pour tel domaine. Regardez-le tous. Voilà, exactement. Il nous reste la conformité. À peine 2 minutes, allez, 30 secondes, et 45 secondes pour chacun de vous deux. Destination 2030. Évidemment, les boîtes seront encore là, mais encore plus fortes. Nous, Destination 2030, j'espère que le slip français aura réussi une partie de sa mission de mettre un slip français sur les fesses de tous les Français et que moi, mon indicateur, c'est ce 3% de Made in France. Si j'ai bien fait mon job, en 2030, on est à 5 ou 6%. Et peut-être que nous, on a fait 50% de ce volume-là. On va aller plus loin que les sous-vêtements, t-shirts, pyjamas, d'autres produits, les rendre plus accessibles. Vous avez déjà élargi. Oui, mais là, on va les rendre dans cette même logique de massification de volume pour aller chercher du prix de revient et donc de vente.
on va équiper tous les Français en produits du quotidien, d'essentiels fabriqués en France. En pariant sur le produit qui a un peu de qualité, le lien affectif avec la marque. Exactement. Et l'abonnement. Et le bon produit. L'abonnement, c'est un métier, c'est un business model que les investisseurs adorent. Oui, mais c'est vrai que c'est pas tellement dans l'usage aujourd'hui. Non, mais vous êtes un disrupteur. Ouais, c'est vrai. Mais trop disrupté, on peut être trop les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Ouais, c'est vrai. Je garde l'idée de l'abonnement, mais je pense que le bon produit au bon prix, en Made in France, si j'arrive à faire ça, je fais monter le taux de la part de Made in France. C'était l'agnac. Allez, on se retrouve dans 5 ans. L'agnac éternel. L'agnac de 2030. Vous serez toujours maniaque de 2030. Jean Moreau. Eh bien, moi, je pense qu'on aura réussi le pari de Phoenix si en 2030, on a fait de la poubelle l'exception et de la seconde vie des invendus la norme. Et qu'on a remplacé ce réflexe de la poubelle qui est encore trop simple aujourd'hui. On lutte contre ça. Je prends mes invendus, je les mets à la poubelle, ça me prend 2 secondes et nous, on demande aux gens de faire un extra mile, un geste additionnel et je pense qu'il faut. Mais les choses bougent quand même vite, non, sur ce sujet. Vous êtes quand même sur l'un des enjeux prioritaires de plus en plus de gens, même ceux qui n'y croyaient pas s'y mettent. Enfin. Non, ça bouge vite avec le contexte réglementaire qu'on a évoqué, la loi AGEC, la loi Garot qui interdit le gaspillage alimentaire. Ça bouge vite avec les incentives fiscales dont on a parlé, avec la pression des consommateurs, avec l'air du temps. Donc ce sera en 2030, ce sera réussi. Voilà, et j'espère qu'au passage, on aura montré qu'on pouvait faire du business autrement et qu'on pouvait créer une boîte Bicorp avec une échelle de salaire encadrée. Vous l'avez déjà fait. Bravo à tous les trois. Envie à d'autres. Merci Jean Moreau. Je rappelle que vous êtes le cofondateur, président de Phoenix. Merci Guillaume Gibaud, vous étiez maniaque, mais vous êtes surtout aujourd'hui, vous étiez déjà le président fondateur du slip français. Merci Dieudonné Mpouki, président du GU Infogreffe. C'est la fin de cette, je dis 8e, je crois, 8e émission d'Impact PME l'Hebdo. On se retrouve bien sûr le 28 novembre à Station F. Et puis le week-end prochain pour une nouvelle édition. Merci à tous, bon week-end, ciao. Merci Philippe. Impact PME l'Hebdo.